Bonjour à tous et bienvenue sur Ninon Petra Studio. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, sur cette chaîne, on parle de décoration d'intérieur, de rénovation, de DIY, de tendance déco, de brocante et j'en profite régulièrement pour vous donner pas mal de conseils pour décorer votre intérieur et vous sentir bien chez vous. Donc ça va être totalement le cas dans la vidéo d'aujourd'hui puisque je me suis dit que j'allais vous donner 4 conseils majeurs pour harmoniser votre intérieur. Je vous parle régulièrement de couleurs, de matériaux, des pièces phares, du design, on parle souvent aussi d'aménagement et de circulation, mais là on est vraiment sur un concept beaucoup plus global qui est l'harmonie dans un intérieur. Comment trouver l'harmonie? Alors c'est pas une formule magique, mais vous allez voir qu'à travers ces 4 conseils, il y a quand même pas mal de petites choses que vous pouvez faire pour approcher l'harmonie dans votre intérieur. Alors avant toute chose, je précise que le concept même d'harmonie est quelque chose de très subjectif puisque on va pas avoir tous la même vision d'un intérieur réussi. Que ce soit chez soi ou chez quelqu'un d'autre, on va pas aimer la même chose. Moi, ça m'arrive des fois de rentrer chez quelqu'un et je suis pas vraiment convaincue par les choix, c'est pas quelque chose qui me touche ou qui m'anime, mais la personne va être très fière de son habitat, elle va se sentir très bien chez elle. Et tant mieux, il y a tous les goûts, il y a plein de goûts différents sur la planète, donc il faut vraiment respecter tout ça. Mais là, c'est pas vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. Le premier conseil que je pourrais vous donner, ce serait de penser votre habitat comme un tout et non pas comme des pièces les unes après les autres qui sont traitées séparément. Bien sûr, c'est ok d'avoir différentes ambiances, de créer des variantes en fonction des pièces, d'avoir cette notion d'individualité, puisqu'on va pas décorer de la même manière une salle à manger que la chambre d'un enfant par exemple, mais essayez plutôt de penser votre habitat comme un seul et même livre qui contient différents chapitres. Alors bien sûr, c'est pas toujours évident de réfléchir de cette façon-là. Je pense que c'est beaucoup plus facile si vous êtes sur un projet de construction et que vous vous attaquez à un habitat qui est neuf. Vous avez vraiment cette possibilité de repartir de zéro et de penser l'ambiance dans les moindres détails. Lorsque vous concevez l'aménagement de votre appartement ou de votre maison, l'idée ça va être de réfléchir à des fils conducteurs, donc des sortes de constantes du design, moi j'aime bien appeler ça comme ça, qui vont vraiment créer une harmonie dans l'habitat. Alors qu'est-ce que ça peut être comme constante? Ça peut être par exemple un type d'ouverture. Par exemple, vous allez choisir de mettre que des ouvertures cintrées entre les pièces de vie. Ça peut être aussi le fait d'avoir des plaintes hautes dans toutes les pièces de votre maison. D'avoir, pourquoi pas, de la robinetterie en laiton. Et du coup, ce détail-là, il va se rappeler dans toutes les pièces d'eau. Une idée qui est facile à exploiter aussi, c'est de jouer avec les interrupteurs et les prises électriques. Donc pourquoi pas mettre que des cache-prises et des interrupteurs noirs ou alors tout cet ensemble dans un style rétro. Comme ça, on aura toujours ce petit point de repère qui sera présent dans toutes les pièces et qui va favoriser l'harmonie. D'une autre manière, vous pouvez jouer avec les revêtements. Donc par exemple, vous pouvez unifier les différentes pièces de l'habitat avec un seul et même parquet. Ça va vraiment créer une fluidité et une ouverture sur les espaces qui est très agréable. Et puis aussi, une autre idée pour créer une constante dans l'habitat, si vous avez une rénovation énergétique par exemple à faire, ça va être d'avoir des huisseries un petit peu plus marquées que vous allez retrouver dans toutes les pièces. Alors je cite cet exemple parce que c'est quelque chose qui me parle. Lorsqu'on a acheté cette maison, les anciens propriétaires avaient refait toutes les huisseries avant et ils ont choisi des fenêtres et des baies vitrées en PVC noir. Donc ça crée vraiment un élément phare qui est présent dans toutes les pièces et qui favorise aussi la continuité. Ce que vous pouvez retenir de ça, c'est qu'il faut penser l'habitat comme un tout et non pas pièce par pièce. À moins que vous soyez sur un projet de construction ou de rénovation, dans tous les autres cas, on va rarement refaire toute la décoration de son habitat en même temps. On va plutôt faire les choses au fur et à mesure, mais pourtant c'est important quand même d'avoir une vision assez claire de ce qu'on a envie et de ce à quoi la décoration doit aboutir. C'est vraiment ces directions-là qui vont vous aider au fur et à mesure de vos achats. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des professionnels dans le domaine de la maison, comme des architectes ou des décorateurs d'intérieur qui peuvent vous aider dans ce process-là. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que je propose des prestations de décoration d'intérieur, donc si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me solliciter. Donc s'il y a bien une chose à retenir de ce premier point, c'est qu'il faut essayer de penser son habitat comme une histoire globale et de ne pas trop séquencer les différents espaces. Le deuxième point pour trouver l'harmonie dans son habitat, ça va être d'utiliser la couleur comme fil conducteur. Alors bien sûr, il n'est pas du tout question d'avoir une seule et même couleur dans tout son habitat. Je ne conseille pas du tout de faire toute une maison bleue, jaune ou rouge, mais plutôt de réfléchir comme une harmonie colorée. Comment vous avez envie de raconter votre maison. Alors ça peut être par exemple avec
une palette de couleurs désaturées pour avoir un côté un petit peu moody, un peu art déco. Dans ce cas, vous pourrez utiliser des verts bouteilles, des bleus nuit, des moutardes, des violets assez sombres ou des bordeaux. Si vous avez envie d'une ambiance un peu plus rustique ou bohème ou inspirée de la Méditerranée par exemple, on peut partir sur une palette de couleurs terreuses avec des terracottas, des beiges, des roses poudrées et des couleurs nudes. Si vous êtes proche de la nature et que vous vous sentez inspiré par les extérieurs, vous pouvez essayer de ramener la nature dans votre intérieur en travaillant avec des camaïeux de brun, de vert ou de bleu. Il y a aussi toutes les tonalités pastel et poudrées qui fonctionnent très bien entre elles puisqu'elles sont un petit peu sur la même densité de couleurs. Et puis il y a une association aussi que je trouve plutôt facile à mettre en œuvre, c'est de partir sur une base blanche avec le maximum d'éléments blancs ou dans des tonalités bois ou neutres, et puis ensuite de travailler avec des accents de couleurs. Donc peut-être que vous allez avoir un carrelage blanc, un mur blanc, et puis un meuble chiné qui va être restauré et repeint en rouge ou en jaune par exemple, ou alors une grande bibliothèque blanche avec un vase et des fleurs très colorées à l'intérieur. Tout ça pour dire qu'une harmonie colorée, on la constitue pas forcément qu'avec un camailleux de couleurs, mais plutôt avec des couleurs de la même famille, qui vont parler le même langage, qui vont être de la même densité, qui vont donner, on va dire, la même énergie. Ça, pour moi, c'est un petit peu la base. Après, si vous voulez passer au niveau supérieur de la colorimétrie, il y a aussi 2-3 petits tips que je peux vous donner. Ça concerne plutôt les gens qui sont déjà à l'aise avec la couleur et qui auront envie d'aller un petit peu plus loin. Donc, ce que je conseille souvent, c'est de travailler dans des déclinaisons d'une seule et même couleur et ensuite de contraster totalement avec un objet de la couleur opposée sur le cercle chromatique. Dans cet exemple-là, on est sur une approche beaucoup plus disruptive de la couleur, le but étant de créer l'inattendu et d'apporter de la richesse à l'ambiance. Pour vous rassurer, je tenais aussi à dire qu'en termes de déco, il y a très peu de mélange de couleurs qui ne fonctionnent pas. Il n'y a pas vraiment de mauvais choix ou de mauvais goût dans le choix des couleurs. C'est vrai que dans le domaine de la mode, par exemple, on aurait tendance à dire qu'il y a des couleurs qui ne fonctionnent pas du tout ensemble. Je pense par exemple au jaune avec le violet, ou au rouge avec le rose, ou même au noir avec le marine. En déco, honnêtement, c'est totalement faux. C'est tout à fait possible de créer des intérieurs comme ça qui sont totalement inattendus, où vous allez avoir, je sais pas, un meuble bleu marine avec un vase laqué noir dessus qui est magnifique, ou alors dans une maison du début de siècle, un salon avec des boiseries qui ont été peintes de couleur aubergine, et puis un beau canapé moutarde juste devant. J'en suis sûre que ça fonctionnera à merveille. D'ailleurs, je me mets au défi de vous trouver 3 visuels avec les associations de couleurs dont je vous ai parlé pour vous prouver qu'il n'y a pas de mauvais choix. Pour finir sur ce point couleur, sachez qu'on n'a pas tous la même sensibilité de la couleur. D'une manière générale, les femmes voient beaucoup mieux les couleurs et les nuances que les hommes. Ça, ce serait dû à la structure interne de l'œil. Donc globalement, l'humain est tétrachromate, ça veut dire qu'on a 3 cônes dans les yeux. Et il y a un petit pourcentage de femmes qui sont quadrichromates, je crois qu'on dit ça. Donc c'est qu'on a 4 cônes, du coup on distingue beaucoup mieux les couleurs. Donc si jamais vous êtes une femme et que vous discutez avec un homme de couleurs, de choix de papier peint ou de peinture pour votre habitat, sachez que vous n'aurez pas forcément la même sensibilité et que vous ne distinguerez pas de la même manière les nuances entre 2 couleurs. Il y a un point que je trouve ultra important et que je parle dans mes vidéos mais plutôt de façon indirecte, c'est l'idée de faire parler son habitat, de raconter son histoire et de révéler son identité. Tout le monde va pas vraiment être d'accord sur ce sujet-là, mais moi je maintiens vraiment ma position. Je vais faire un parallèle que je trouve assez drôle, mais plutôt parlant. Par exemple, quand vous allez en Italie, est-ce que vous allez avoir envie de manger dans un restaurant chinois? Je ne pense pas. Donc c'est un petit peu la même chose pour l'habitat. Si vous avez un chalet à la montagne, je ne pense pas que vous allez avoir envie d'une ambiance bord de mer. Je suis vraiment convaincue qu'une maison, qu'un appartement est témoin d'une histoire, d'une époque, d'un mode de vie ou d'une culture. Et en tout cas, moi, c'est vraiment là où je trouve mon inspiration,
Je pense que notre style décoratif évolue tout au long de notre vie, mais qu'il est énormément influencé par les habitats qu'on occupe. Donc si je dois prendre mon exemple, puisque c'est celui que je connais, je vais citer l'exemple de notre maison, puisque c'est quelque chose que je connais. Nous, on a acheté une meulière de 1922 en Île-de-France, et ça, je suis convaincue que c'est 3 paramètres qui influencent énormément mes choix stylistiques. Donc je vais aller puiser mon inspiration dans le style des années 30, dans l'art déco, dans le style cottage, dans le charme un peu désuet des objets anciens. C'est vraiment plusieurs influences qui vont créer un style assez riche. Donc si par exemple vous venez d'acheter une grande maison des années 50 et que vous avez des grands espaces avec des plafonds bas, essayez de vous intéresser un petit peu à ces choix structurels. Pourquoi la maison a été bâtie comme ça, comment les gens vivaient à cette époque-là. Et je vous assure que ce sera un bon point de départ pour raconter une nouvelle histoire. L'idée, c'est vraiment de capitaliser sur ces informations que vous trouvez pour constituer la base de votre design, qui ensuite ne demandera qu'à être enrichi. Alors bien sûr, ne prenez pas non plus tout au premier degré. C'est pas parce que vous achetez une maison des années 70 qu'il faut refaire un total look 70s. Tout comme si vous achetez une maison en bord de mer, essayez d'éviter le total look beach club avec les coquillages, le bleu partout et le rotin. C'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Essayez plutôt de vous inspirer des matériaux locaux, des couleurs que vous voyez le plus dans l'environnement local, et puis pourquoi pas aussi mettre en avant le travail d'artistes locaux, ou encore d'aller chiner des objets qui témoignent des usages qu'on avait avant. Je vais prendre l'exemple, mon exemple, en fait, moi j'ai grandi en Vendée, et lorsque j'y retourne, j'aime beaucoup aller chez Emmaüs, où je trouve beaucoup d'objets vintage qui témoignent des savoir-faire d'antan. Donc ça va être tout ce qui est autour de l'agriculture ou de la pêche. Mais voilà, je trouve que c'est des objets qui sont hyper intéressants, qui sont à la fois esthétiques et assez curieux. Et en tout cas, si j'avais une maison de vacances en Vendée, c'est clairement le genre de petits objets que j'aimerais bien mettre en avant. Alors évidemment, c'est plus facile lorsque le lieu a déjà sa propre histoire. C'est sûr que si vous achetez un appartement sur plan au 15e étage d'une tour en pleine ville, il n'y aura pas forcément la même sensibilité. Mais au lieu de se plonger dans le catalogue Maison du Monde et de recopier des pages de catalogue dans son habitat, moi je vous conseille plutôt d'aller puiser dans votre propre intérieur, dans vos souvenirs, dans votre histoire personnelle et celle de votre famille. Et à mon avis, il y a de grandes chances que vous conceviez une ambiance assez intéressante et harmonieuse. Mon 4e conseil, c'est un petit peu dans la même vibe, ça va être de créer en s'inspirant de la nature environnante. Et pour ça, je voulais vous parler de design biophilique. Alors la biophilie, ça se traduit littéralement par l'amour de la vie. Bio, ça veut dire la vie, et philie, ça veut dire l'amour. Et je n'ai pas fait le latin au collège pourtant, mais Google est mon ami. Dans la biophilie, on va partir du principe que l'humain a une affinité innée avec la nature et qu'elle affecte positivement notre état d'esprit, notre bien-être. En effet, ça a été prouvé maintes et maintes fois que la nature a des vertus réparatrices et apaisantes. Il faut savoir que dans notre mode de vie actuel, on passe environ 90% de notre temps dans un environnement bâti. Donc ça va être le bureau au travail, la maison, les transports en commun. Et c'est vrai que maintenant, on est de moins en moins dehors et que cet environnement bâti est devenu notre habitat naturel. C'est là que l'architecture biophilique devient intéressante puisqu'on va chercher à créer des contacts répétés entre l'humain et la nature pour que ça ait un impact positif. Donc je vais vous mettre quelques petits visuels d'architecture biophilique qu'à mon avis vous connaissez très bien. Il y a le musée du Quai Branly, la maison de la Cascade de Frank Lloyd Wright ou encore la fondation Louis Vuitton de Frank Gehry. Ce sont 3 architectures qui sont très connues et qui utilisent parfaitement les principes du design biophilique. Alors il y a plein de petites choses que vous pouvez mettre en œuvre pour multiplier ces contacts avec la nature. Il y a déjà tout ce qui va être lien visuel direct avec la nature. Donc par exemple, favoriser la vue sur l'extérieur et sur le règne végétal. Favoriser aussi l'emplacement d'un bureau proche d'une fenêtre de façon à ce que la plus grande partie de votre journée, si vous travaillez, vous ayez la vue sur l'extérieur. Ça peut être aussi intégrer des plantes, des fleurs ou des murs végétaux. Lorsqu'on est chez soi et qu'on a une vue dégagée sur l'extérieur, ça va vraiment favoriser à la fois le sentiment de sécurité et de contrôle, mais aussi d'autonomie et de liberté. Ensuite, on va avoir tous les liens non visuels avec la nature. Donc là, il s'agit plutôt de stimuler les 5 sens avec des références positives à la nature. Donc par exemple, dans le cas de l'odorat, vous pouvez mettre des bougies avec des odeurs naturelles, de l'encens ou des plantes qui sont particulièrement odorantes. En ce qui concerne l'ouïe,
Ça peut être d'avoir une petite musique d'ambiance que vous mettez chez vous avec le bruit des vagues, là, quand vous rentrez, c'est très apaisant. Ou alors même le mouvement des arbres ou le bruit de l'eau en apportant des sources d'eau chez vous. Pour la vue, ça va être les gammes de couleurs naturelles et le toucher, ça va être tout ce qui est matériaux qui s'inspirent de la nature. Là, je pense que c'est assez évident. Dans l'approche biophilique du design, on va aussi favoriser la présence de l'eau. Donc, essayez peut-être d'intégrer un petit bassin, un aquarium ou une fontaine dans votre intérieur. Et si c'est pas possible, sachez que l'eau, elle peut aussi être représentée par la couleur bleue ou alors tout simplement par un tableau qui représente la mer, un lac ou une rivière. Et puis, autre chose qui est très important aussi dans la biophilie, ça va être le rôle de la lumière. La lumière du jour, ça va être la plus importante puisqu'elle est symbole du changement et du temps qui passe. Donc n'hésitez pas à favoriser l'entrée de la lumière naturelle, notamment dans vos pièces de vie. Et puis ensuite, on va avoir tout ce qui est matériaux transparents. Donc ça peut être des verrières, ça peut être un garde-corps transparent qui délimite l'escalier. L'idée, c'est de vraiment pas obstruer la vue dans votre habitat. Et un petit tip, ce qui est facile à mettre en œuvre aussi, c'est de doter votre habitat d'ampoules à intensité variable. Donc par exemple, la journée, si vous êtes dans une pièce qui n'a pas de grande ouverture, vous jouez avec une grande intensité lumineuse. Et puis le soir, lorsque vous faites des activités un petit peu plus zen, vous baissez un petit peu le variateur et là, votre corps va naturellement se mettre au repos. Donc globalement, ce quatrième conseil, l'idée c'est vraiment de créer son intérieur en s'inspirant de la nature environnante. Sachez que le sujet du design biophilique, je l'ai traité en long et en large dans une vidéo pour Laura Merlin Studio que je vous mets juste ici. Là, je voulais vraiment l'intégrer dans mes conseils d'aujourd'hui puisque je pense que c'est essentiel en fait pour trouver l'harmonie chez soi. Mais sachez que c'était une brève introduction et que la vidéo comporte énormément de conseils complémentaires. Voilà, donc ça en est tout pour mes 4 conseils pour créer une ambiance harmonieuse dans votre intérieur. J'espère que je ne vous ai pas perdu et que c'était pas trop complexe. Pour conclure, je vais quand même vous résumer les 4 conseils. Donc le premier, c'était de penser son habitat comme un tout et non pas pièce par pièce. Le deuxième, ça va être d'utiliser la couleur comme un fil conducteur. Le troisième conseil, c'est de raconter l'histoire de son habitat, de retranscrire son identité. Et le dernier conseil qui est primordial, c'est de s'inspirer de la nature environnante pour créer un intérieur harmonieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez appris dans cette vidéo, s'il y a des choses que vous pratiquez déjà peut-être sans le savoir chez vous. Et puis si vous avez des conseils complémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra sûrement en aider certains. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura plein de nouvelles vidéos dans les semaines à venir. On se retrouve très prochainement du coup pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous souhaite de passer une bonne semaine. À bientôt.